merci. J'ai un quart d'heure, c'est ça? Oui. Donc ce que je vais vous présenter ici, c'est une présentation qui traite un peu de la genèse de la réforme, enfin, comment on en est arrivé là, donc en partant à la fois du diagnostic initial sur le système de retraite actuel et jusqu'au projet de loi. Donc voilà le plan de la présentation. Je vais passer un peu vite sur certains éléments, mais bon, le système de retraite actuel, donc il est peut-être certains d'entre vous le connaissent bien, donc il est articulé autour de plusieurs caisses de retraite qui dépendent du secteur d'activité des travailleurs. Donc dans le privé, c'est la CNAF qui gère la pension des privés, et la pension elle est égale à 50% de la moyenne des 25 meilleurs salaires, des salaires annuels des individus, et sous la condition d'assurance. Donc on a besoin de travailler donc, de 41 à 43 ans selon la génération, c'est-à-dire selon l'année de naissance, et donc pour avoir ce taux moyen, ce taux de 50% taux de liquidation. Si on travaille un peu moins ou un peu plus, on peut avoir une décote ou une surcote. Alors les salaires passés sont revalorisés, pour calculer le salaire moyen, les salaires passés sont revalorisés par l'inflation, donc c'est un élément important qui a son importance dans le diagnostic sur le système de retraite actuel. Donc on a un âge minimal de liquidation de 62 ans, avant 62 ans on ne peut pas liquider sa retraite, et un âge d'annulation de la décote de 67 ans. C'est-à-dire que si on n'a pas atteint ces 43 années de travail avant 67 ans, on a de fait ce qu'on appelle dans le système actuel le taux plein, c'est-à-dire 50% de la moyenne de ces 25 meilleures années. Donc ce système de la CNAV dans le secteur privé, il est complémenté par le système en points de la GIR-Carco, où là, le plafond est plus élevé, donc c'est jusqu'à 8 PSS actuels, 8 plafonds de la sécurité sociale, qui est un plafond élevé, donc 25 000 € par mois. Et donc ici, les points, chaque année, les cotisations sont transformées en points, et au moment de la liquidation, ces points sont transformés en pension via une valeur d'achat pour l'achat des points, une valeur de service pour la transformation des points en pension. Donc ces pensions du système privé, ces complémentaires du système privé représentent 30% des pensions et salariés du privé. Donc on a dans le secteur public un système qui est assez différent, où cette fois-ci la référence c'est le traitement indiciaire sur les 6 derniers mois, au lieu donc des 25 meilleures années si on fait un parallèle entre le régime du privé et du public. Ici c'est sur les 6 derniers mois que sont calculés le salaire de référence en quelque sorte, et c'est bien sur le traitement indiciaire qui est calculé la retraite. Donc il ne s'agit pas des primes, mais bien du traitement indiciaire, ce qui peut faire des différences substantielles pour certaines fonctions publiques. Donc on pense actuellement à ce qu'il y a dans le débat, par exemple pour les professeurs, les enseignants qui ont très peu de primes, donc c'est bien les 6 derniers mois, c'est bien les 6 derniers mois presque de leur rémunération totale, tandis que d'autres fonctionnaires peuvent avoir des taux de primes qui sont très très élevés. D'accord ? Et il y a un taux de cotisation donc, dans le secteur public qui est en apparence très élevé, qui est de l'ordre de 74%, mais qui ne reflète en fait que le fait qu'un transfert de l'État vers le système des retraites. C'est un peu la manière dont a été pensé le financement des retraites du public, c'est-à-dire en mettant un taux de cotisation qui est très élevé, mais qui est peu ou sans rapport avec les retraites effectives des fonctionnaires. D'accord ? Donc il y a très peu de droits sur les primes. Donc il y a quand même le régime en capitalisation sur les primes qui existe depuis moins longtemps, le RAFP, et avec un faible taux de cotisation et qui représente, donc, comme je disais tout à l'heure, les primes c'est environ 25% des rémunérations de la fonction publique, mais avec une très forte variation, donc 10% pour les enseignants et jusque 50% pour les fonctions d'encadrement. Il y a bien sûr tous les régimes spéciaux sur lesquels je ne vais pas revenir, mais qui ont leur spécificité également. Mais bon, la majorité des travailleurs sont couverts par la CNAV, enfin par le régime du privé et le régime du public. Et en plus de ces systèmes contributifs, en quelque sorte, il y a tous les dispositifs de solidarité, donc non contributifs, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir, enfin on peut toujours discuter en quelque sorte s'ils sont contributifs ou non contributifs, mais ils ne dépendent pas, ils ne dépendent pas de la contribution directement. Donc il y a tout un tas de droits pour période d'inactivité. On obtient des trimestres ou des points dans le cadre de la GIR-Carco à chaque fois qu'on a du chômage indemnisé ou quand on a des arrêts maladie.
On a des droits familiaux, donc des majorations de durée d'assurance, donc qui nous permettent d'arriver à ces 43 années enfin qui permettent aux femmes, en l'occurrence, d'arriver à ces 43 années de cotisation. Donc on a 8 trimestres par enfant, et en plus, au moment de la liquidation, on a une bonification pour les parents de plus de 3 enfants de 10% de la pension. Et il y a aussi, c'est ce qu'on appelle l'assurance vieillesse du parent au foyer, qui en fait donne des droits dès lors que les parents ont été parents au foyer, donc pour l'éducation d'un enfant. Et en plus de ça, il y a donc les minima de pension, donc là qui sont plus ou moins contributifs, ce que je disais tout à l'heure, donc les minimum contributifs, donc sous condition d'avoir contribué à un certain nombre d'années, d'avoir le taux plein en fait, d'avoir contribué les 43 années ou 41 actuellement au système de retraite, on obtient le minimum contributif, c'est-à-dire que si notre pension est trop faible ou est en deçà de ce minimum contributif, elle est revalorisée jusqu'au minimum contributif, et donc ce minimum contributif il s'articule avec le minimum vieillesse, d'accord. Donc le minimum contributif il est au niveau individuel, il dépend de la carrière de l'individu. Si j'ai moi-même une retraite qui est faible, alors je vais avoir ce minimum contributif, tandis que le minimum vieillesse ou l'ASPA est calculé au niveau foyer, hein, d'accord. Donc si mon foyer, les ressources de mon foyer sont en deçà d'un certain seuil, je vais avoir le minimum vieillesse, mais donc l'ASPA passe après en quelque sorte le minimum contributif. Donc, ça c'est pour vous décrire grosso modo, dans les grandes lignes le fonctionnement du système actuel. Donc pourquoi est-ce qu'on peut vouloir le réformer? Donc il y a 4 points ici. Donc le premier, c'est le problème de la dépendance à la croissance. Donc pourquoi on a une dépendance à la croissance? Principalement parce que le système est indexé aujourd'hui sur les prix. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que mon salaire de référence, mes 25 meilleures années, je vais revaloriser mon salaire d'il y a 10 ans par l'inflation, d'accord? Alors que les cotisations du système de retraite grandissent avec la masse salariale, puisqu'elles sont adossées à la masse salariale. Donc il y a une déconnexion, en quelque sorte, entre les dépenses de retraite qui sont basées sur l'inflation et la croissance des revenus du système, donc entre les dépenses et les revenus du système, et avec l'indexation de prix. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est assez peu visible parce que on ne voit pas très bien que le système, en quelque sorte, pourrait nous rémunérer plus ou pourrait nous donner des retraites plus importantes si les systèmes d'indexation étaient basés sur les salaires, mais c'est quelque chose qui a un impact extrêmement fort, d'accord? Dès lors que, c'est-à-dire que quand je vais porter un salaire au compte, si j'ai gagné 10 000 € l'année dernière, qu'il y a eu 0 inflation, mais qu'il y a eu 10% d'augmentation de masse salariale, quand je vais porter au compte ce salaire, je perds, enfin je ne perds pas forcément, mais il y a une différence de 10% entre les deux, d'accord, dès lors qu'il y a une déconnexion, enfin une différence entre l'inflation et la croissance des salaires. Donc pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça représente, ici on a un graphique qui est issu d'un INSEE analyse d'Anthony Marino qui est paru en 2014. Donc on a à droite les trajectoires du système de retraite actuel. Donc on voit qu'on est autour de 13,8. C'est plus ou moins le niveau des retraites dans le PIB. Donc plus on va vers la gauche, plus on enlève des réformes. Donc si vous voulez, sur le graphique de gauche, ça serait le système des retraites à partir de 2010 en l'absence de réforme. L'absence de réforme étant l'absence de changement dans l'indexation et l'absence de réforme d'âge. Donc la plupart des réformes, en tout cas celles qui ont été visibles, ont été des augmentations des âges du taux plein ou des augmentations des durées, donc ce qu'on appelle des réformes paramétriques, mais aussi l'absence d'indexation. Donc l'indexation sur l'inflation au lieu de l'indexation sur les salaires. Donc si on avait gardé un système comme dans les années 80 où on était indexé sur sur le salaire moyen et avec les paramètres, on aurait eu actuellement une dépense des retraites ou un volume de retraite dépensé qui serait donc aujourd'hui autour de 17,5% du PIB et qui augmenterait jusqu'en 2060 pour atteindre plus de 20%. Si on regarde la différence entre le graphique de gauche et le graphique du milieu, on a ici juste l'impact pur de la sous-indexation ou la désindexation. Donc le fait d'être passé d'une indexation salaire à une indexation prix, ça a fait baisser la dépense des retraites, donc de 17,5 si on prend 2020, à déjà quelque chose qui est en dessous de 16. Donc c'est quelque chose qui est presque aussi important que l'impact des réformes d'âge que l'on voit entre le graphique du milieu et le graphique de droite.
D'accord, donc ça, c'est la désindexation. Donc c'est quelque chose qui est très bien, c'est quelque chose qui nous a aidé, enfin très bien, qui nous a aidé en tout cas à passer la hausse de l'espérance de vie, parce que en même temps que sur cette période, l'espérance de vie augmentait, donc ce qui faisait mécaniquement augmenter les dépenses de retraite, et du fait de la désindexation et les réformes de l'âge évidemment, ça a permis de contenir, enfin en tout cas de garder l'équilibre dans le système des retraites. Maintenant, l'impact que ça a sur la dépendance du système à la croissance, il est le suivant. Donc ici, on graphe la part des dépenses des retraites dans le PIB. Donc on est autour d'aujourd'hui à 13,8 toujours, en fonction du scénario de croissance. Donc si on a peu de croissance, donc peu de croissance du PIB, qui vaut en quelque sorte à peu de croissance de la masse salariale, on est quelque chose qui a l'équilibre, c'est-à-dire autour de 14%, la dépense des retraites reste à 14%. Pourquoi est-ce qu'elle est stable? Parce que quand on a peu de croissance, en fait le système d'indexation du système des retraites qui est sur les prix, il est finalement proche de la croissance de la masse salariale. Mais dès lors qu'on a une croissance économique qui est positive, donc là on a des scénarios, c'est un graphique du corps que je présente ici, qui va de 1,3, 1,5, 1,8, et donc dès lors qu'on a de la croissance économique, en fait les ressources du système des retraites grandissent plus vite que les dépenses, et donc la part des dépenses des retraites dans le PIB diminue. Donc si on gardait le système actuel, bon, avec toutes les précautions qu'il faut avoir dans ce type de projection, et qu'on avait une croissance de 1,3, scénario qui est retenu pour l'étude d'impact par exemple, on a mécaniquement une dépense des retraites dans le PIB qui diminue de 13,8 à 13% du PIB. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on a envie de corriger et qui, je pense, au moment de la campagne électorale, les gens disaient il n'y a pas de problème du système de retraite, on est à l'équilibre, mais on a encore une forte dépendance à la croissance qu'on a envie de corriger, et donc on peut vouloir réformer le système dans ce sens-là. Donc voilà, donc ici on a par ailleurs, dans ces projections du corps, il y a des hypothèses qui sont faites sur les âges de départ. Donc on a un âge de départ à la retraite qui en fait suit en quelque sorte les augmentations de durée d'assurance. Donc les augmentations de durée d'assurance dans la loi Touraine de 2010, elles passent de 41 années à 43 années. Ce qui fait que mécaniquement, si on calcule en fonction de l'âge de sortie des études, les gens en moyenne partiraient pour atteindre leurs 43 années de travail autour de 64 ans. Donc ça, c'est l'hypothèse qu'il y a derrière tous ces graphiques en termes d'âge de départ. Donc, un âge de départ qu'on peut considérer comme stable à long terme. Et quand on regarde, je reviens en arrière, et donc quand on regarde le solde financier, donc c'est un peu le symétrique du graphique précédent. On a bien, même avec cette stabilité de l'âge de départ, un grand éventail, en quelque sorte, de solde financier en fonction de la croissance de l'économie. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est le fait que le système actuel, il est, dans sa formule contributive, d'accord, anti-redistributive. Donc ce que j'appelle la formule contributive, c'est la formule de calcul des retraites qui dépend des cotisations, c'est-à-dire les 25 meilleures années que multiplie le taux de liquidation. Donc ce qu'on voit par exemple, et ça c'est des faits qui sont connus, documentés par les travaux de l'INSEE, de l'adresse, du corps, c'est que quand on prend le ratio interdécile de D1 sur D9 sur D1 sur le cumul des salaires, d'accord, la somme des salaires sur la carrière, on a quelque chose de 5,85. Si on prend le même ratio pour la forme purement contributive du système des retraites, on monte à 6,6, donc la formule des retraites est anti-redistributive, elle redistribue des hauts salaires, des bas salaires vers les hauts salaires, c'est-à-dire que cette formule en tant que telle, elle prend en quelque sorte aux plus modestes pour donner aux plus riches, mais ce côté anti-redistributif, il est corrigé par les systèmes de solidarité, donc les trimestres pour congés parentaux, pour maladie, pour chômage, etc. Donc c'est vraiment le côté, les aspects redistributifs du système, les dispositifs de solidarité du système qui permettent cette contributivité, cette redistributivité du système, mais pas la formule de base. Donc on peut vouloir, c'est un autre motif de réforme en quelque sorte, on peut dire que quand on voit ça, que le système, la formule pourrait être un peu meilleure en quelque sorte,
refléter au moins les inégalités sur le marché du travail, et en plus de ça, penser de manière plus efficace les dispositifs de solidarité, plutôt que de corriger une anti-redistributivité qui est elle-même mise en place par le système des retraites. Voilà. Donc tout ça, c'est aussi documenté dans nos travaux de l'IPP. Je ne vais peut-être pas m'attarder trop parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais il est clair que ça vient du fait de choisir les 25 meilleures années plutôt que l'ensemble de la carrière. Si on choisissait l'ensemble de la carrière, on aurait un système qui serait purement contributif, c'est-à-dire que les inégalités D9, D1 seraient de 5,85. Et pourquoi? C'est parce qu'on est dans un système en répartition, et donc on a un total de ressources, et la question de la formule des pensions, il s'agit simplement de savoir de quelle manière on va redistribuer ces ressources aux assurés, aux travailleurs. Et donc le fait de choisir les 25 meilleures années avantage relativement plus les carrières ascendantes qu'un système basé sur l'ensemble de la carrière. Et donc, de par ce mécanisme, et à budget constant, hein, c'est la chose qui est importante ici, c'est à budget constant, à contribution constante, on a bien quelque chose qui est anti-redistributif et qui pourrait être corrigé, par exemple, en prenant toute la carrière plutôt que les 25 meilleures années. Et ce mécanisme de revalorisation prix a aussi une importance forte, puisque pour les gens qui ont des carrières hachées, on va devoir aller chercher les 25 meilleures années plus loin dans le passé, et plus loin dans le passé, c'est une revalorisation encore moindre, et donc une pénalisation encore plus importante pour ces gens, les femmes qui ont passé du temps à éduquer leurs enfants, ou des gens qui ont eu des périodes de chômage importantes. Donc voilà, dans une note qu'on a fait à l'IPP, on a l'effet redistributif sur le côté contributif, donc c'est hors dispositif de solidarité, c'est important de le noter, mais on voit ici que ceux qui gagnent au passage à un système purement contributif seraient clairement les gens qui en des déciles de salaire cumulés les plus bas dans la distribution. Donc les 5 premiers déciles sont fortement gagnants comparés aux hauts déciles qui sont eux perdants. D'accord? Et bien sûr, donc ça c'est en part, donc en part, les déciles les plus élevés ont aussi des retraites les plus élevées. Donc voilà, donc on peut voir aussi qu'il y a des gagnants et des perdants dans tous les déciles, hein. Donc en bas de la distribution, c'est essentiellement des gagnants, mais en haut de la distribution, il y a aussi des gagnants et aussi des perdants, et donc tout ça, c'est lié au profil de carrière des individus. Et qui sont aussi les grandes gagnantes, ce sont les femmes, hein, puisque les femmes gagnent en moyenne, puisque ce sont plus souvent elles qui sont pénalisées par la formule de calcul des retraites actuelles. Donc voilà, donc, un autre problème dans le système actuel, c'est la question de la rémunération dans la fonction publique, d'accord. Donc un système de retraite qui est considéré en général comme généreux parce qu'il y a un fort taux de cotisation, un taux de remplacement, mais en fait, il s'avère que le taux de remplacement, il est le même à peu près dans le public et dans le privé, donc les systèmes, in fine, sont comparables en termes de taux de remplacement. Donc taux de remplacement, c'est le ratio entre la première retraite et le dernier salaire. Et la raison pour laquelle c'est le cas, c'est que les pensions sont calculées en fait sur 75% de la rémunération, puisque les primes ne rentrent pas en compte dans le calcul des retraites de la fonction publique. Alors, donc un défaut aussi peut-être, alors c'est peut-être c'est que de fait, l'augmentation du point d'indice a un effet mécanique sur les pensions. Donc quand on augmente le point d'indice, ça augmente les pensions, et donc budgétairement c'est extrêmement coûteux, donc ça favorise certainement le choix pour les décideurs publics d'augmenter les primes plutôt que le point d'indice, pour augmenter les rémunérations des agents de l'État, et donc ça fait que ça donne une dégradation progressive de la rémunération relative des gens qui ont peu de primes et qui sont peu primés, et ça a des conséquences en termes de pension quand on veut, puisque le point d'indice n'augmentant pas, les retraites à liquidation, en tout cas des enseignants, n'augmentent pas non plus. Donc voilà, donc ça c'est un peu, donc il y a la complexité, c'est aussi un des constats des systèmes actuels, hein. Donc là il y a tous les régimes, bon, je passe sur ça parce que c'est pas forcément pertinent, enfin c'est pertinent pour des raisons de temps. Donc le projet de réforme, donc
Ici, on a listé un peu les points importants dans le temps, donc le programme d'Emmanuel Macron en mars 2017. Donc après l'élection, donc juin-décembre de 2017, il y a toutes ces questions, qu'est-ce qui va être fait comme réforme, parce qu'il y a quand même beaucoup de discussions au sein du gouvernement pour savoir l'exégèse en quelque sorte du programme. Donc le choix du système en points, il a été acté plutôt fin 2017. Après, il y a eu toutes ces questions de consultation du commissaire Delevoye qui a remis son rapport en juillet 2019. La contestation sociale qui a suivi le rapport. Et on a eu le projet de loi avec l'évaluation d'impact en janvier 2020 où les choses sont un peu plus faciles. Voilà. Okay. Donc sur le programme, donc la réforme, l'idée était une unification du mode de calcul des pensions, donc un maintien des régimes avec des taux de cotisation différents potentiellement, et une unification des dispositifs de solidarité, donc supprimer ces barrières ces différences entre public et privé pour avoir un seul mode de calcul. Donc il semblait que la réforme s'orientait plutôt vers un régime à compte notionnel où il y a un compte individuel qui est alimenté par les cotisations, les droits sont revalorisés sur le compte et un équilibrage avec une espérance de vie moyenne, donc un coefficient de conversion qui dépend de l'espérance de vie à liquidation. Et donc avec une réforme qui était annoncée à budget constant, sans changer l'âge de départ à la retraite en particulier et sans baisser les pensions. Donc le système en points, donc un taux unique de cotisation à 28%, sous les plafonds de 10 000 € mensuels, donc on passage de 8 PSS à 3 PSS, 8% de la sécurité sociale qu'on en prive actuellement à 3 PSS, avec 2,5% de cotisation, tout salaire sans droit, d'accord. Donc en fait les cotisations contributives, elles sont plutôt sur 25,5 que sur 28. Un rendement du point fixé à 5,5%, donc un équilibrage par un âge pivot fixé à 64 ans, avec un bonus-malus de 5% par rapport à l'âge pivot. Et avec donc cet âge pivot, ou âge d'équilibre, qui a d'équilibre que le fait qu'on puisse le bouger pour récupérer l'équilibre du système. Alors, quand l'espérance de vie augmente, j'obtiendrai les 5,5% non plus à 64 ans, mais à 64 ans et quelque chose, de manière à maintenir l'équilibre du système. Donc un maintien des dispositifs non contributifs avec quelques petits changements importants, une augmentation du minimum de pension, un bonus à 5% par enfant, des points toujours pour le chômage, la maladie, donc ce qui est équivalent en quelque sorte. Équivalent, on peut discuter de savoir si c'est strictement équivalent ou non, mais des points pour les périodes de chômage, de maladie, etc. D'accord? Donc avec une communication peut-être du gouvernement qui a plus été faite sur le fait que, en tout cas ce qui était retenu médiatiquement, c'est l'augmentation, l'existence d'un âge pivot à 64 ans, qui a été vu comme une augmentation de l'âge de départ à la retraite et une suppression des régimes spéciaux avec l'universalisation. Donc dans le projet de loi plus récent, qui a été rendu public avec l'étude d'impact en janvier 2020, donc, il y a en fait deux réformes qui sont annoncées dans ce projet de loi. Il y a la première qui est la réforme paramétrique de court terme. D'accord, donc il s'agit de changer, de trouver une manière de bouger les paramètres du système pour compenser le problème de financement entre 2022 et 2027. Donc les rapports du corps les plus récents ont mis en lumière qu'il y avait un manque de financement d'environ 12 milliards à horizon 2027 par an. Et il faut faire quelque chose pour combler ce déficit. Et donc ce qui a été proposé par le gouvernement, c'est l'utilisation d'un âge pivot universel pour tous à 64 ans. Donc avant on était dans la durée, quand j'avais atteint mes 43 annuités, je pouvais avoir mon taux plein. Maintenant j'attends d'avoir 64 ans pour pouvoir avoir mon taux plein. Et par ailleurs, le régime universel en points qui sera mis en place à partir de 1975. Ouais. Il va falloir accélérer parce que l'intervention suivante elle est attendue après en haut lieu. Donc sinon on n'aura pas le temps de débattre. D'accord, je finis. Donc voilà, on a dans l'étude d'impact ce type de tableau où on est aujourd'hui à 13,8% du PIB comme dépenses de retraite.
Et on nous annonce une trajectoire avec réforme qu'on va arriver en 2050 à 12,9, soit une diminution de 0,9 points de PIB. Donc sur ces 0,9 points de PIB, il y a 0,6 qui sont vraisemblablement dus à le report de la réforme systémique, donc la clause du grand-père, ou pas exactement le grand-père, et au fait que le système actuel va continuer de fonctionner avec une désindexation qui continue de fonctionner, et une réforme paramétrique sur le court terme pour régler le problème de financement qui est de l'ordre, qui donne un effet de l'ordre de 0,3 points de PIB. Bon, je vais m'arrêter là. Je marque là, si vous voulez. Je pourrais répondre à d'autres questions.